Gilles Darmon, bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. On a beaucoup parlé ces derniers jours des répercussions de la crise politique sur l'État d'Israël dans les différents secteurs, mais le rapport publié par l'association que vous présidez, que vous avez fondée, l'association La Tête, eh bien, ce rapport sur la pauvreté en Israël est de plus en plus alarmant et on ne voit pas comment si c'est la crise actuelle qui risque de l'aggraver encore, mais en tout cas, il est clair que les problèmes provenaient bien avant la crise et existaient bien avant la crise. Alors, une donnée de ce rapport, plus d'un demi-million de familles israéliennes sont en deçà du seuil de pauvreté. Ce sont des données qui, traditionnellement, dans le rapport de La Tête, sont plus inquiétantes, plus préoccupantes que les données du Bitoire Leumi des assurances nationales. Expliquez-nous pourquoi et pourquoi y a-t-il cette différence? Alors, on va essayer de faire rapide parce que je pense que le sujet de la méthodologie n'est pas vraiment le cœur de notre propos. Mais en gros, le Bitoire Leumi, quand il mesure la pauvreté, il utilise ce qu'on appelle un seuil de pauvreté. Il mesure la pauvreté par rapport aux revenus des ménages. C'est une donnée qui est utilisée par l'ensemble des pays de l'OCDE, dont la première vertu est la comparaison entre les différentes performances des nations au sein de l'OCDE, entre la France, entre l'Angleterre, entre Israël, entre les États-Unis, etc. Ça, c'est la vision du Bitoire Leumi, c'est la vision de l'État. Et en fait, ce qui fait que si vous êtes un seul individu, le seuil de pauvreté est autour de 3 500 shekels. Si vous êtes une famille de 5 personnes, le seuil de pauvreté est autour de 8 700 shekels. La principale critique que nous avons, nous, du côté de l'organisation La Tête vis-à-vis de ce type de mesure, c'est qu'il suffit simplement de gagner 10 shekels de plus que le seuil de pauvreté pour ne plus être considéré comme étant pauvre. Or, la réalité, le quotidien en Israël est certainement plus difficile que cette variation de 10 shekels et c'est ce que nous essayons de mesurer, nous, quand nous abordons la question de la pauvreté vis-à-vis des dépenses. Combien faut-il dépenser en Israël pour ne pas être dans une situation de pauvreté? On a défini 5 domaines, le logement, l'éducation, la santé, la sécurité alimentaire, la cherté de la vie. Quand on prend ces 5 domaines-là, on définit le minimum de dépenses nécessaires pour avoir une vie le plus simple possible, et c'est comme ça que nous calculons le seuil de pauvreté. Finalement, les chiffres entre La Tête et le Bitoire Leumi ne sont pas si éloignés l'un de l'autre, ils viennent compléter, je dirais, le paysage. Et c'est pour ça que s'il y a un enseignement principal dans le rapport alternatif cette année de l'organisation La Tête, soit dit en passant, Daniel, c'est la 17e année que nous publions ce rapport et c'est la 6e année qu'au sein de ce rapport nous avons cet outil de mesure multidimensionnel de la pauvreté. En fait, le plus inquiétant, c'est le fait que la pauvreté s'installe durablement dans la société israélienne. Ça fait plus de 10 ans que nous connaissons des taux de pauvreté qui sont parmi les plus élevés de l'OCDE en Israël. C'est un phénomène qui est là pour durer, c'est un phénomène dont on ne voit pas la fin. Et je crois que le principal message que nous cherchons à faire passer aux décideurs publics, au débat public israélien, c'est le désespoir dans lequel s'installent les familles israéliennes en situation de pauvreté. Il n'y a pas d'avenir pour eux, leurs enfants seront pauvres, ils seront pauvres, et c'est le grand drame de la société israélienne aujourd'hui. Alors, Gilles, on a parfois du mal, parce que lorsque l'on parle de l'État d'Israël, le plus souvent, à l'exception de ces journées où sont publiés le rapport de La Tête et le rapport du Bitoire Leumi sur la pauvreté, eh bien, on a l'impression que l'État d'Israël est un État prospère dans lequel il y a un taux de croissance impressionnant, qui est aujourd'hui l'un des États les plus puissants économiquement de la planète, qui n'a pas véritablement subi de crise économique. Comment expliquer ce contraste? Bien, il y a plusieurs façons d'expliquer. La première façon d'expliquer, c'est le fait que les outils de répartition de la richesse sont Gilles, on vous entend mal. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Non, on ne vous entend pas. Attention. Est-ce que ça doit aller mieux maintenant? Voilà, ça va mieux. Oui, voilà, désolé de ce petit souci. Écoutez, la première façon d'expliquer ce fossé entre une réalité qu'on reçoit à travers ces chiffres et une réalité sociale, je crois que c'est le fait que les outils de la pauvreté, de redistribution, des ressources en Israël sont cassés. L'État qui faisait fonction d'amortisseur social et de permettre une répartition des richesses plus ou moins équitable au sein de la société israélienne, eh bien, l'État n'assume plus cette fonction. La croissance économique, la Startup Nation, elle ne concerne qu'un nombre limité d'individus dans ce pays. Et finalement, si on compte l'ensemble des emplois liés à ce domaine-là, c'est à peine 300 000
400 000 personnes. Qu'est-ce qu'on fait avec 1,5 million d'Israéliens qui ont une vie normale? Donc je crois qu'il y a par exemple des données qui sont stupéfiantes. Par exemple, le fait qu'il y ait près de 9 millions d'Israéliens qui soient partis à l'étranger en une année, c'est-à-dire quasiment l'ensemble de la population, même si effectivement il y en a certains qui partent plusieurs fois par an. Voilà. C'est-à-dire, finalement, on a le sentiment que dans plusieurs secteurs, eh bien, l'État d'Israël se porte si bien. Pourquoi? C'est-à-dire comment... Daniel, prenons un exemple. Où sont ces nécessiteux? Où sont ces pauvres? Prenons un exemple par rapport au taux de chômage en Israël. On parle d'un taux de chômage historiquement bas, on est autour de 3,8, 3,9, ce qui fait d'Israël une économie en situation de quasi plein emploi. En fait, si on creuse un petit peu les chiffres, on va s'apercevoir que la majorité des familles nécessiteuses, aujourd'hui, si on prend les chiffres de la tête par exemple, 80% des familles interrogées, qui sont des familles nécessiteuses, 80% ont une des personnes du foyer qui travaille. 20% de ces familles ont les deux parents qui travaillent. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, effectivement, on travaille aujourd'hui en Israël, oui, effectivement, il n'y a pas de chômage, mais le travail ne suffit plus pour vivre de manière décente. Le contrat social qui dit, voilà, si vous travaillez, vous serez à l'abri de la pauvreté, ce contrat a été rompu. Et c'est ce qu'on essaye de, nous, à notre humble niveau à la tête, de réparer, de corriger et de demander au leadership politique de changer son logiciel d'analyse de la société israélienne. Je crois que c'est un peu déplorable d'avoir un leadership politique qui se positionne, qui existe, qui a une compétence uniquement sur les questions de sécurité et que si peu de gens comprennent, s'attachent à la problématique de la question sociale en Israël, qui est, à mon sens, le principal défi de la société israélienne aujourd'hui. Et il y a une totale démobilisation de la part de l'État à ce niveau-là, et c'est une démobilisation qui s'est accentuée ces dernières années, vous le constatez? Écoutez, vous suivez comme moi les dernières campagnes électorales. La question de la pauvreté, la question sociale en Israël arrive en 10e position dans le pitch de nos leaders politiques. Et je crois que c'est autant une incompétence technique quant à ces questions que une espèce de façon de détourner le regard de cette catastrophe sociale qui est pour moi une espèce de bombe à retardement. Regardez ce qui s'est passé au Chili, Daniel. Vous citiez les chiffres vertueux de l'économie israélienne. Le Chili avait des performances économiques encore meilleures que l'État d'Israël en termes de pauvreté, en termes de chômage, en termes de croissance économique depuis 25 ans. Le Chili est cité en exemple dans le monde entier. Il a fallu qu'un obscur fonctionnaire du ministère des Transports augmente de 4% le prix du ticket de métro dans la capitale pour que le lendemain il éclate des émeutes dans tout le pays, que plus de 18 morts soient déplorés dans ces manifestations, que l'État soit obligé d'imposer le couvre-feu à cause des manifestations sociales. Je ne crois pas que nous sommes à l'abri en Israël de ce type de mouvement et d'explosion. Il faut faire très attention. Nous sommes assis sur un baril de pauvre social, des gens qui sont en désespoir, qui ne voient pas la fin de ce tunnel-là, et c'est le principal enseignement de ce rapport alternatif sur la pauvreté. Plus de 10 ans de pauvreté endémique en Israël à un niveau de 20% de la population, quelque chose va se passer à un moment. La corde qui relie l'ensemble des composantes de la société israélienne va craquer et je ne voudrais pas être à la place du gouvernement le jour où ça arrive. Eh bien, Gilles Darmon, ce n'est pas particulièrement rassurant. On était déjà inquiet avec la situation politique. On l'est maintenant également après vous avoir entendu face à la situation sociale. Et le pire, c'est que, et c'est une question finalement, que faire face à cette... Est-ce que c'est un coup du destin et que c'est inchangeable, immodifiable? On ne peut pas améliorer la situation parce qu'on n'a pas le sentiment véritablement qu'elle s'améliore de manière suffisante. Daniel, la réponse à cette question me rend encore plus triste parce que les solutions existent. La pauvreté n'est pas... ce n'est pas une fatalité dans la société israélienne. Il y a quelques années, Elie Lalouf, ancien président de la commission sociale des affaires de la Knesset, avait créé une commission d'études sur la question de la pauvreté. Oui. Il a mis sur la table la table du gouvernement, un rapport qui comprenait plus d'une centaine de propositions pour faire diminuer sensiblement la pauvreté en Israël. Les solutions existent, tout le monde les connaît, on sait combien ça coûte, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Malheureusement, il manque au bout de ce processus une volonté politique, un courage politique. Et c'est finalement le drame de cette, je dirais, cette absence de leadership, cette absence de stabilité politique au plus haut niveau en Israël, qui fait que personne ne prend la question à bras-le-corps, personne ne fait les efforts qu'ils font, parce que tout le monde est occupé à ces petites guerres d'ego, à ces petites
guerre de moi d'abord, et je crois qu'il y a une irresponsabilité maladive de notre leadership qu'il faut qu'il cesse le plus vite possible pour que enfin on puisse traiter les vraies questions de cette société israélienne. Regardez, on vient de perdre un an en Israël où rien ne se passera. La vitesse de mutation de notre société, les enjeux auxquels nous sommes confrontés ne nous permettent pas d'attendre un an passé pour réagir. Voilà. Eh bien, Gilles Darmon, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous expliquer la gravité donc, de cette situation que l'on n'a malheureusement pas toujours l'habitude de mesurer à sa juste valeur. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à bientôt. Merci à vous. À bientôt.